Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. L'Institut Bassi Supérieur et l'IAI Cameroun ensemble vers un partenariat fructueux. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Des attestations de fonds de formation pour les 150 personnes qui ont été formées à la maîtrise des TIC dans la ville de Monateli. La cérémonie de clôture de cette session de formation s'est déroulée en présence du représentant du préfet départemental de la Léquier, du promoteur de l'Institut Bassi Supérieur, du représentant résident de l'IAI Cameroun et des familles venues nombreuses. La remise de ces parchemins de formation aux 150 lauréats de l'Institut Bassi Supérieur entre dans le cadre du programme du Minjet 2035, conduit par l'IAI Cameroun avec la première dame Chantal Biya comme marraine nationale. Une initiative qui va grandissante. C'est immense d'avoir pu présider cette cérémonie de remise de parchemin aux 150 apprenants de l'Institut Bassi à travers le programme de la MIGEF mis en place par la première dame du Cameroun qui en est la marraine nationale. C'est une véritable opportunité pour les populations de Monateli et du département de la Léquier en particulier. Et ces populations semblent véritablement déjà prendre l'ampleur de la mesure de ces formations-là. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon discours de circonstance, à l'édition 2017, nous avions 30. À l'édition 2021, il y en avait 70. Cette édition, on a 150. Ça veut dire qu'à chaque édition, il y a une véritable croissance de la demande des populations du département de la Léquier. Pour le promoteur de l'Institut Bassi Supérieur, ce programme de formation des jeunes au TIC vise à faire reculer davantage l'illetisme digital au Cameroun. Écoutez, c'est d'abord la nécessité de s'adapter au monde d'aujourd'hui qui est tout numérique, tout digital. Nous l'avons toujours dit, on le répète chaque année ici à l'occasion de ces cérémonies. Et ceux qui n'auront pas la maîtrise des TIC seront des analphabètes de demain. C'est de ça qu'il s'agit. Mettre, n'est-ce pas, nos frères et sœurs à l'abri de l'illettrisme digital. Après l'étape de Lomier, Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI au Cameroun, n'a pas manqué de saluer et d'encourager l'initiative de l'Institut Bassi Supérieur dans la localité de Monateli. Après Lomier avant-hier, nous avons remis 834 attestations. Nous sommes la caravane de MIGEF 2035 et à Monateli pour soutenir la belle histoire de l'arrimage à la modernité de Monateli par l'Institut Bassi Supérieur. Et je crois que de ce point de vue, nous devons très sincèrement féliciter le gouverneur Gilles Marcelin Djaga, qui est promoteur de cet institut, qui a battu un immense travail et qui a déjà formé un demi-millier de jeunes enfants et de femmes ici même à Monateli. Et je pense que c'est un bon état de service qu'il faut encourager et féliciter. Pour les récipiendaires formés à la maîtrise de l'outil informatique et à ses différents logiciels, les récipiendaires de l'Institut Bassi Supérieur sont désormais aptes à répondre aux nombreux défis du monde numérique. C'était un régal pour nous. Nous avons été entretenus, formés sur Word, PowerPoint, Excel, sur l'entrepreneuriat. Au total, n'est-ce pas, nous avons été suffisamment édifiés. Beaucoup parmi nous n'avaient jamais découvert un outil informatique, l'ordinateur. Beaucoup l'ont découvert ce jour-là. Et je tiens ici à remercier nos formateurs. Ils n'ont pas tenu compte de ce que parmi nous il y avait des fonctionnaires, des débrouillards, des élèves. Je voudrais également, n'est-ce pas, saluer la disposition de certains fonctionnaires à accepter de se transmuter en enseignants. Nous avons reçu des enseignants avec nos élèves. C'était intéressant, c'était passionnant. À l'IAI Cameroun, j'ai appris à allumer l'ordinateur. J'ai appris à faire des tableaux sur Word. J'ai appris à faire des dessins dans l'ordinateur. J'ai appris à éteindre l'ordinateur. J'ai appris à saisir dans Word. J'ai appris à
saisir dans Excel et faire des tableaux. Pour rappel, l'opération MINJEF visant la formation au TIC d'1 million de jeunes, d'enfants et de femmes pour l'émergence à l'horizon 2035 a été lancée en 2015. À date, plus de 200 000 personnes ont déjà été formées et sont désormais capables de réaliser des projets personnels ou professionnels tout en participant au développement du Cameroun. Le mercredi 9 novembre 2022, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 12h45 au palais de la présidence de la République à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant statut du corps diplomatique. Ce projet de loi vise à créer un cadre propice à un meilleur déploiement de la diplomatie ivoirienne en vue de promouvoir de façon efficace l'image de notre pays et d'assurer son rayonnement sur la scène internationale. Ainsi, ce dispositif actualise l'outil diplomatique national et redéfinit, entre autres, le profil de carrière ainsi que les droits et avantages des membres du corps diplomatique. Au titre du ministère de la fonction publique, le Conseil a adopté un projet de loi portant statut général de la fonction publique ainsi qu'une communication y afférente. Ce nouveau dispositif redéfinit les concepts d'emploi, de grade et de fonction et garantit un traitement équitable de tous les agents publics en termes de mobilité professionnelle, de profil de carrière et d'avantages liés à la fonction publique. Il renforce en outre les règles de discipline et la déontologie professionnelle et performante, guidées donc par les principes de justice et d'équité pour accompagner de façon efficace le développement économique et social de notre pays. Dans le cadre du ministère de la fonction publique, en liaison avec le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de l'opération de présence des fonctionnaires au titre de l'année 2019 et aux perspectives. L'opération s'est déroulée sur la période du 2 décembre 2019 au 17 avril 2020 à travers le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, le SICFAE. Elle a porté sur une population cible de 219 112 agents pour 212 159 agents présents, soit un taux de présence de 96,82%. À la suite de la phase de contentieux de l'opération, le Conseil a entériné les mesures prises par le ministre chargé de la fonction publique, à savoir l'arrêt de solde de 1989 fonctionnaires contrôlés absents et la mise sous contrôle du salaire de 759 agents. Au sujet des soldats ivoiriens détenus au Mali, le porte-parole du gouvernement a réitéré la position de la Côte d'Ivoire. Nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc, nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Je l'ai évoqué ici, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison
que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Donc la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens de la concertation, de la discussion, parce que c'est la voie qu'elle a choisie, qui sont à sa disposition pour que nos soldats rentrent. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'appel du Conseil Café-Cacao à l'industrie mondiale du cacao pour un soutien à la prime différentielle de revenus décent aux producteurs. On ne peut pas reprocher à un pays de défendre les intérêts de ses producteurs. Je ne vois pas de menace, je vois des dispositions qu'un État prend pour préserver le revenu de ses producteurs. La Côte d'Ivoire a décidé, avec le Ghana, de préserver le revenu de leurs producteurs, et toutes ces décisions annoncées vont dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de menace, il s'agit d'attirer l'attention sur le respect d'engagements qui ont été pris afin d'assurer un revenu décent, équitable à nos producteurs agricoles. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 30 novembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sur CNN. Communiqué de presse du ministère de l'Eau et de l'Énergie, numéro 5045, du 9 novembre 2022. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, porte à la connaissance des populations et des opérateurs économiques des régions du centre et du sud que la fourniture en énergie électrique connaîtra des perturbations du 12 au 16 novembre 2022. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale relative à l'accroissement de l'offre de production d'électricité, d'importants travaux de raccordement de la centrale hydroélectrique de Memveleu au réseau interconnecté sud seront effectués au poste électrique de Kolkoumou pendant la période suscitée. La réalisation en toute sécurité de ces travaux, dont l'objectif à terme est d'améliorer et de renforcer la sécurité d'approvisionnement en énergie électrique dans le réseau interconnecté sud, nécessitera le retrait de certains ouvrages majeurs de transport de l'électricité, ce qui impliquera un rationnement en énergie électrique dans les régions du centre et du sud. C'est le lieu de rappeler que la centrale hydroélectrique de Memveleu, dont la mise en service partielle a eu lieu le 14 avril 2019, injecte en ce moment entre 110 et 120 MW, alors que sa puissance installée est de 211 MW. Ainsi, la réalisation de ces travaux permettra à la dite centrale d'injecter la totalité de sa capacité de production, à savoir 211 MW. Pour atténuer l'impact des dits travaux, le gouvernement a instruit les opérateurs Sonatrel et Eneo de prendre toutes les dispositions afin que les ménages ne subissent pas des délestages prolongés au cours de cette période. Aussi, des programmes de rationnement rotatif seront communiqués au fur et à mesure par la société Eneo. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie exhorte l'ensemble des populations et des opérateurs économiques à la patience et à la bonne compréhension face à ces désagréments qui, somme toute, visent la mise en service complète et définitive de la centrale hydroélectrique de Memveleu avant la fin du mois de novembre 2022, en exécution des hautes directives du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Communiqué signé Gaston Elundou Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, a abrité les samedis 12 et dimanche 13 novembre 2022 dans la salle à Labo du somptueux hôtel Président le séminaire gouvernemental en vue d'un bilan 2022 et des perspectives de l'année 2023 en présence du Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, M. Patrick Hachi. Tout commence le samedi 12 novembre à 9h par le mot de bienvenue de son Excellence Patrick Hachi, Premier ministre et chef du gouvernement ivoirien, à l'endroit des membres de son gouvernement et des acteurs du
secteur privé conviés pour la circonstance. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ce séminaire doit, en complément de ces axes stratégiques d'action, nous permettre d'aborder avec franchise les enjeux de progrès. Je veux ici insister sur 3 d'entre eux. Tout d'abord, le taux d'exécution de nos projets. Celui-ci n'est pas encore à la hauteur de nos ambitions et de celles du président de la République. Et vous le savez, s'il est fondamental de savoir mobiliser les ressources, il est tout aussi fondamental pour la performance de notre croissance et la crédibilité de notre pays de réussir l'exécution majoritairement des projets dans les délais prévus. Pour nous permettre également de mobiliser plus encore de ressources à l'avenir. Il nous faut donc progresser, gagner en exigence sur le suivi de nos projets stratégiques. Ce sera en 2023 un des éléments clés de suivi de l'évaluation des ministères, pour lequel nous ferons désormais un point d'information lors de chaque conseil de gouvernement pour identifier et lever immédiatement les blocages éventuels. Le deuxième point de progrès est situé en amont des projets. Nous devons avoir en effet bien plus recours aux fonds d'études qui ne sont pas assez sollicités, alors même que les financements sont disponibles. Bien utilisés, ils nous permettront de mobiliser avec plus d'efficacité et de volume les ressources de nos partenaires financiers pour agir sur le quotidien de nos populations. Le troisième et dernier axe de progrès, aval, concerne notre communication. Elle doit être plus massive sur nos réalisations qui ne sont pas assez vues, pas assez connues. Elle doit être plus médiatique sur les chaînes de télévision, les radios, sur les réseaux. Elle doit être plus proactive et interactive, ne pas craindre les débats, l'interpellation consubstantielle de la démocratie. Mesdames et messieurs, ce séminaire nous permettra de décliner les projets et réformes retenus en une matrice d'action par district autonome afin de permettre aux ministres-gouverneurs également de mieux jouer leur rôle de suivi des projets gouvernementaux dans leurs zones respectives. Ce séminaire gouvernemental prévu pour 2 jours de travaux intenses, dont le samedi 12 novembre consacré au bilan des différentes actions menées par le gouvernement, dont à huis clos, chaque ministre a exposé le travail abattu en 2022 tout en ayant la ferme volonté d'en faire plus pour l'année 2023. Nous avons eu une année 2022 pleine. Quand j'ai dit une année 2022 pleine, c'est en termes de réalisation. Au regard du séminaire gouvernemental, nous avons eu donc l'occasion de faire justement ce bilan-là sur toutes les actions que nous avons eu à poser. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes allés même au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Ces objectifs-là étaient essentiellement axés sur les 2 grands volets au niveau de la mission confiée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le volet sécurité intérieure et le volet gouvernance. Au terme de la première journée du samedi 12 novembre, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en compagnie de certains ministres et d'autres personnalités afin de participer à une messe d'action de grâce et exaucer l'intercession de la Vierge Marie pour la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Le dimanche 13 novembre marquant le 2e jour de ce séminaire gouvernemental qui s'est ouvert au secteur privé avec la rencontre des membres du gouvernement ivoirien et les acteurs du secteur privé afin de mettre en place une politique commune entre le secteur privé et le secteur public pour le bien-être des populations ivoiriennes dans leur bonheur au quotidien et le souci permanent du gouvernement ivoirien en témoigne ce séminaire gouvernemental. Je pense que c'est peut-être plus derrière le séminaire gouvernemental que le gouvernement est au travail, que beaucoup d'actions sont exécutées pour le bien-être des populations, mais que le gouvernement est également aussi à l'écoute du secteur privé, voir comment est-ce qu'on peut créer davantage d'opportunités pour faire en sorte que notre secteur privé progresse, qu'il croisse et qu'il puisse créer davantage d'emplois. Le statut du corps diplomatique qui améliore considérablement les conditions de vie et de travail des diplomates ivoiriens. Et c'est quelque chose qui était attendu depuis près de 10 ans et qui vient d'être réalisé. Donc aujourd'hui, les diplomates sont galvanisés, sont aujourd'hui prêts à faire davantage
en 2023. Comment faire en sorte que les règles d'urbanisme soient respectées partout sur le territoire national, pas seulement à Abidjan, mais également dans nos villes principales, dans nos villes secondaires, etc. C'est faire en sorte que les règles en matière de construction soient respectées. Et puis le quatrième grand pan, c'est celui du logement, qui est un réel défi, mais en même temps une opportunité pour le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Un défi pour l'État parce qu'il s'agit de résorber un déficit de l'ordre de 600 000 logements. Dans les échanges, on a présenté des éléments clés qui sont fondamentaux dans le développement de notre économie, dans la vision 2030 du président, notamment les championnats nationaux. Voyez-vous, nos PME doivent participer au développement de notre pays et il faut qu'ils aient une part belle. Et nous, en tant que CPU-PME, on est disposé à accompagner ce dispositif. En ce deuxième jour des travaux ouverts au secteur privé ivoirien, dont les membres ont exposé toutes leurs préoccupations ouvertes à la discussion et prises en considération par l'équipe gouvernementale, avec une réponse favorable à leur attente par le Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement. Cette journée de clôture du séminaire gouvernemental de Yamoussoukro s'est clôturée par un discours récapitulatif du ministre porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, qui a notifié l'ensemble des décisions prises par le gouvernement au niveau de la santé, la sécurité, l'habitat, la construction des infrastructures routières, infrastructures sportives, en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, organisée par la Côte d'Ivoire, sans manquer de mentionner qu'aucun domaine n'a été omis par le gouvernement, qui se félicite du bilan 2022, tout en promettant de faire encore mieux en 2023. Conformément aux instructions du président de la République, cette rencontre gouvernementale a pour objectif d'accélérer la mise en œuvre des projets et réformes en disposant dès le mois de décembre 2022 d'un programme d'activité structuré et cohérent sur la base du bilan 2022 et des priorités 2023 de chaque ministère. Il a fait remarquer que ce séminaire doit permettre également, en complément de l'examen des axes stratégiques de l'action gouvernementale, d'aborder certains points d'attention, notamment l'amélioration des taux d'exécution des projets, le recours plus fréquent aux fonds d'études et le renforcement de la communication gouvernementale. Il a souligné qu'au terme du séminaire gouvernemental et des travaux d'approfondissement qui s'en suivront, chaque ministre recevra du Premier ministre une feuille de route indiquant les réformes et activités prioritaires pour 2023, les livrables attendus et le cadre de suivi et évaluation tout au long de l'année. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer le travail gouvernemental afin de faire des progrès vers les objectifs de la vision 2030, notamment doubler à nouveau le PIB par habitant, ramener la pauvreté en deçà de 20%, porter l'espérance de vie à 67 ans. Le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à intégrer les concepts de finances vertes pour développer une expertise nationale en la matière en vue de la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante de l'initiative d'Abidjan, adoptée lors de la COP 15 et de façon générale pour une réponse plus efficace aux problématiques liées au changement climatique. Pour terminer, le Premier ministre a indiqué que la recherche d'efficacité et de résultats concrets doit être le leitmotiv de l'action gouvernementale avec pour credo rigueur, efficacité, visibilité. Le représentant du secteur privé ivoirien a tenu lui aussi à remercier l'ensemble des membres du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement M. Patrick Hachi et son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, dont ce séminaire gouvernemental obéit à sa vision, tout en conviant chacun à baliser cette action gouvernementale afin de répondre aux attentes des populations ivoiriennes. Un discours qui s'est achevé par un tonnerre d'acclamations et standing ovation des membres du gouvernement, marqué par le discours de clôture du Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, qui a tenu à féliciter
tous les membres du gouvernement, les participants, membres du patronat ivoirien et acteurs du secteur privé présents à ces 2 jours des travaux intenses, envers qui il n'a pas manqué d'ironiser avec son humour légendaire, de bon goût, en les remerciant pour avoir accordé une importance particulière à ce séminaire qu'ils ont préféré à un week-end de détente sur les plages de la zone balnéaire d'Assini en Côte d'Ivoire, tout en rappelant avoir pris en considération toutes les préoccupations et promettre leur accomplissement. Le secteur privé est au cœur des avancées de la Côte d'Ivoire, au cœur de son avenir, au cœur donc de notre action. Je suis donc extrêmement heureux de vous accueillir à nouveau parmi nous, chers membres du secteur privé, lors de cette 2e journée du séminaire gouvernemental consacré au bilan de l'année 2022 et au plan d'action 2023. Et je vous remercie d'avoir bien voulu sacrifier un week-end de vie en famille pour nous permettre de tenir ces débats si précieux. Au terme de ces 2 jours de travail approfondis et de débats fructueux, je veux, en clôture de notre séminaire, remercier chacune et chacun des membres du gouvernement et les féliciter tout particulièrement pour la concision de leur présentation, la qualité de celle-ci, la qualité de nos échanges et la pertinence des actions prévues pour l'année 2023. Nos équipes de CNN et de NTV ont recueilli quelques impressions des membres du gouvernement. Pour ce qui nous concerne au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, nous travaillerons à dérouler l'année prochaine 27 projets et investissements et mettre en œuvre également 7 réformes pour un coût global de l'ordre de 191 milliards de francs CFA financés par l'État, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, à l'effet de pouvoir densifier le tissu industriel de la Côte d'Ivoire au niveau de l'agro-industrie, au niveau de la plasturgie. Tout ça, ce sont des projets structurants sur lesquels nous travaillons et dont nous devons accélérer la cadence, comme suite aux instructions de M. le Premier ministre, pour qu'on continue dans ce secteur-là de créer des emplois et de la valeur ajoutée pour notre pays. En gros, on dira que le point 1 qui a retenu l'attention du Premier ministre, c'était l'intensification des programmes sociaux, faire en sorte que la grande attente des populations ait une réponse favorable grâce à toutes ces actions qui seront mises en place en synergie avec les autres ministères qui ont en charge le volet social. Le premier acquis que nous pouvons donc dire par rapport donc à ce séminaire, c'est déjà le dialogue vraiment direct qui a prévalu aujourd'hui. Nous nous sommes parlé franchement. Nous avons bien sûr donc rapporté nos préoccupations à l'État de Côte d'Ivoire qui les a bien consignées. Et je crois d'ailleurs que la lecture du communiqué final qui a sanctionné ce séminaire-là a été assez fidèle et en dit long. Ce que nous comprenons également que le gouvernement a pris en compte la plupart des préoccupations que nous avons donc apportées. C'est à 20h le dimanche 13 novembre que s'est achevé dans la satisfaction générale des membres du gouvernement, des acteurs du secteur privé et du Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, son Excellence Patrick Hachi, qui a conduit ce séminaire gouvernemental de Yamoussoukro durant le week-end des 12 et 13 novembre 2022. Depuis Yamoussoukro, Guy Aristide et Ousmane Koulibaly pour CNN et NTV. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganoundjou Messi, a procédé ce 10 novembre 2022 à la mise en service de l'échangeur Trompette d'Obala sur la nationale numéro 4. La cérémonie officielle de coupure du ruban s'est déroulée en présence du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Galebi-Beye et du directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, Serge Nguessan, au lieu dit Carrefour d'Obala, dans le département de la Leki, région du centre. Longue de plusieurs mètres, cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du programme d'appui au secteur des transports dans sa phase 2, un projet financé par la Banque africaine de développement pour un montant d'un peu près de 5 milliards de francs CFA. La mise en service de cet échangeur est une véritable satisfaction pour l'État du Cameroun et constitue un ouf de soulagement pour les usagers de la route. Je suis satisfait. L'ouvrage est réalisé. Chaque kilomètre de route bitumée, chaque mètre linéaire de pont construit dans notre pays constitue des pas de plus vers notre émergence. C'est dire que nous travaillons pour concrétiser la volonté politique d'un homme, matérialiser sa démarche,
celle de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Je suis heureux de noter que cet ouvrage est réalisé et mis en service. Cet échange trompette fait partie des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam-Babadjou. L'aménagement du dit ouvrage vise à une gestion efficace des trafics provenant de la nationale numéro 1, Yaoundé-Bachenga-Boua, et la nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam-Babadjou. Mais aussi et surtout, la réduction des coûts de transport et la durée de transit sur le corridor routier reliant la capitale du Cameroun à la frontière est du Nigeria, en passant par les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Je voudrais d'abord féliciter les actions prises par le gouvernement de la République en initiant ce genre de ce programme et en collaboration avec nos partenaires au développement qui, en mettant en œuvre ce programme, vont participer à l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens dans de tout le triangle national, mais surtout sur la sous-région. Je voudrais ensuite dire, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, que cette action est allouée, notamment pour les principaux bénéficiaires qui sont les transporteurs, à qui nous demandons d'entretenir cet ouvrage. Il vient de voir quelque chose de très beau et qui puisse l'entretenir. La construction de cet échangeur en 24 mois a permis l'aménagement et la construction des voiries urbaines dans les villes d'Obala, de Monatélé, d'Ombessa et de Bafia, ainsi que la construction d'une station de pesage à Eban et une aire de repos à Obala avec une capacité de 68 parkings. C'est des actes qu'on ne démontre plus actuellement. Ça se voit. Tous les transporteurs, dans leur immense majorité, non seulement camerounais, mais les transporteurs dans leur entièreté au niveau de la sous-région Afrique centrale sont heureux et sont très contents. D'ailleurs, ils ont attendu longtemps ce moment phénoménal. Nous voulons donc, une fois de plus, réitérer notre profond soutien, un soutien indéfectible, non seulement aux institutions de la République, mais aussi et surtout aux personnes qui les incarnent, puisque tout le monde le sait, les institutions ne valent que ce que valent les hommes chargés de les animer. Dans le cadre de la dynamisation de la coopération bilatérale et multilatérale entre le Bénin et plusieurs pays partenaires et amis, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a reçu au Palais de la Marina les lettres de créance de 17 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Le premier arrivé est son Excellence Maher Keir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise près le Bénin avec résidence à Accra. Le diplomate libanais veut accentuer la coopération dans les secteurs de l'économie, de la santé ainsi que celui du tourisme. Je ferai de mon mieux pour avoir plus d'échanges de visites officielles entre les deux pays. Et il y a beaucoup de choses à faire dans les secteurs touristiques, économiques, santé, culturels. En fait, dans tous les domaines. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée près le Bénin avec résidence à Accra, son Excellence Lim Jung-taek, a lui aussi présenté ses lettres de créance au chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Le commerce et l'économie constituent les deux axes de coopération entre la République de Corée et le Bénin. Nous avons parlé de comment renforcer la coopération entre les deux pays en matière de l'économie et du commerce. Et nous avons aussi discuté du sommet 2030 et nous avons demandé l'aide du Bénin pour notre soutien. Son Excellence Thomas Schlesinger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Autriche après le Bénin avec résidence à Abuja, précédemment sous-directeur de la protection consulaire, de l'entraide judiciaire et administrative, des affaires juridiques générales au ministère autrichien des Affaires européennes et internationales. Le diplomate autrichien veut dynamiser les relations entre les deux pays. En ce qui concerne la future coopération entre nos deux pays, on s'est mis d'accord qu'on va explorer ensemble de ce qu'on va faire. Et je me réjouis d'ores et déjà de cette coopération à votre beau pays. L'Italie et le Bénin sont deux pays avec des relations exceptionnelles. Le nouvel ambassadeur, son Excellence Stefano De Leo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne après le Bénin avec résidence à Abuja, entend poursuivre et renforcer ses relations. On a parlé des choses qui sont d'intérêt commun. On a parlé de développement, on a parlé de la capacité
d'aider les nouvelles générations à trouver un travail, la formation professionnelle, le support de l'Italie au niveau bilatéral, mais aussi le support de l'Italie comme membre de l'Union européenne. La Sierra Leone, désormais représentée, nouvel ambassadeur au Bénin par son Excellence Rupert Dowu Davis, avec résidence à Abuja. Avec le président de la République, nous avons échangé donc sur la coopération Sud-Sud, à laquelle croit le président de la République de Sierra Leone ainsi que le président de la République du Bénin. Il est vrai, il y a eu beaucoup de temps de latence au moment de la crise de la Covid-19, du Corona. Donc après que cette période-là soit passée, maintenant nous trouvons qu'il est temps que nous renforcions notre coopération et pour que la coopération Sud-Sud devienne une réalité entre nos deux pays. L'Inde et le Bénin travaillent ensemble pour le soutien au développement des deux nations. Nous avons en vue d'avoir des axes de coopération bilatérale, trilatérale et même au niveau donc, de la sous-région. Nous sommes également, nous avons des liens avec donc, la CEDEAO et donc même l'IPSA aussi, qui nous permettra de pouvoir offrir des crédits directs, même parfois indirects aussi, pour pouvoir soutenir le développement du Bénin. Son Excellence Joao Ribeiro Boutiamco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau près le Bénin avec résidence à Abuja, est séduit par le nouveau visage que présente le Bénin et s'est dit fier de retrouver un État qui accélère sa marche vers le développement. Le président Talon représente un orgueil parce que moi j'étais ici il y a 10 ans. Quand j'étais directeur général d'enseignement supérieur. J'étais ici à Cotonou, j'ai fait Porto Novo et je suis allé jusqu'à l'université de Parakou à l'époque. Et puis ça c'est 2012, on est en 2022. Lorsque je suis descendu de l'aéroport vers l'hôtel, j'ai vu beaucoup d'échanges. Ce n'est pas seulement au niveau des infrastructures, mais quand on regarde les performances économiques, les données sont là. Donc les échanges que j'ai eus avec son Excellence Président de la République, c'est de passer les messages au Président Ambalo, qui est vraiment encouragé pour toutes les réussites. Tout ce que le président Talon est en train de faire ici au Bénin pour que les deux pays appartiennent à la même communauté. Et parfois, même histoire, parce que quand on regarde les Porto Novo, on voit les signes des Portugais. Et la Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone, mais aussi entouré pour les pays francophones. Donc, le président a témoigné sa disponibilité d'avoir des échanges, de montrer la route du développement pour notre pays, la Guinée-Bissau. Au terme de la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État béninois, les ambassadeurs ont salué la disponibilité du président de la République Patrice Talon et son leadership à la tête du Bénin, qui connaît une transformation notable dans tous les domaines. Il est à noter que le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, a reçu 10 ambassadeurs dans la matinée. Voici le tout nouveau modérateur de l'église presbytérienne des Sos dans la ville de Yaoundé. Il a été désigné ce 13 novembre lors du consistoire réunissant toutes les autorités de l'église presbytérienne du Cameroun. Je partage en moi un sentiment de satisfaction du devoir accompli en tant que modérateur parce que, à vrai dire, par la grâce de Dieu, les assises se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que les assises dans notre église, c'est jamais chose facile parce qu'on est une église presbytérienne qui obéit à la démocratie. Et notre consistoire, à l'unanimité, m'a renouvelé sa confiance comme modérateur pour un mandat de 2 ans. Et je ressens le poids sur moi de conduire encore ce consistoire pendant 2 ans. Et les assises présentes qui viennent de se terminer sont le lieu où nous devons jeter les jalons pour les 2 prochaines années. Nous l'avons fait et ça a été bien fait.
nous rendons grâce à Dieu. Il aura pour mission de conduire le peuple de Dieu dans la recherche de la droiture et du salut. Après son élection à la tête de la paroisse Césarée de Philippe Dessos, le jeune pasteur est conscient de nombreux défis qui l'interpellent. Le nouveau mandat est bâti surtout sur le défi du développement. Parce que toute entité du monde aspire au développement et notre constat ne doit pas être en reste. Et quand on parle de développement, nous voulons le développer en termes de nouvelles paroisses à ériger, de nouveaux pasteurs à consacrer. Nous voulons également mettre sur pied certains projets qui puissent concourir au rayonnement de notre consistoire pour qu'il soit beaucoup plus épanoui financièrement et matériellement. Voilà les défis que nous nous sommes fixés de réaliser. Et tout cela ne peut se faire s'il y a la paix, parce que le psaume 133 dans la Bible dit qu'il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Ces assises ordinaires du consistoire ont été l'occasion d'élire les membres du bureau exécutif devant aider le tout nouveau modérateur de cette communauté presbytérienne Dessos à bien remplir ses nouvelles missions. Les assises du consistoire comme Trinité, les assises ordinaires se sont bien déroulées, l'ambiance était bonne. La première particularité était l'élection au poste de modérateur et même l'exécutif du consistoire. Tout s'est également bien passé. Nous avons travaillé dans une ambiance bon enfant. Les résolutions ont été prises avec la participation de tous et avec la bénédiction de Dieu, tout s'achève aujourd'hui. Et vous avez vu comment la liesse se lisait sur les visages des délégués. Et nous pensons que nous n'aurons pas d'autres représailles après tout cela. L'engagement avait été pris par le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, 48 heures seulement après le glissement de terrain survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier au quartier PK8 qui avait causé la mort de 7 personnes. Le Premier ministre gabonais, Mme Rose Christiane Oussoukara Ponda, a remis aux sinistrés les clés de leur nouvelle maison située à Biké-les-Ongles. Pour Séraphin Ando, l'un des sinistrés PK8, c'est une nouvelle vie qui commence ce week-end. Il a reçu la clé de son nouveau domicile des mains du Premier ministre, chef du gouvernement, Mme Rose Christiane Oussoukara Ponda. Nous sommes tous émus, nous avons des sentiments de joie, nous partons de la tristesse à la joie. Cette cérémonie officielle de remise des clés des nouveaux logements aux 6 familles sinistrées du PK8 traduit la volonté du gouvernement de loger les familles sinistrées dans des conditions fiables et saines. Le chef de l'État a le souci premier de faire en sorte que ces populations vivent dans des conditions fiables et saines. D'où la remise des clés aux 6 familles qui vivaient dans des zones précaires, dangereuses, pour qui, à un moment ou l'autre, la vie pourrait être ôtée. Madame Rose Christiane Oussoukara Ponda, Premier ministre de la République gabonaise, est tout de même revenue sur des risques de construction sur des zones à risque, afin d'attirer l'attention des Gabonais qui mettent leur vie en danger pour un lopin de terre. Les zones à risque sont interdites de construction. Ça peut amener la mort. Et ça nous a amené la mort. Le pays est en deuil. Et je réitère ici les condoléances du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les condoléances du gouvernement de la République et que les populations environnantes qui ont également des maisons construites sur des zones dangereuses partiront de ces zones-là. Le gouvernement multiplie des stratégies pour impulser un dynamisme nouveau dans le secteur du logement et l'habitat, qui est une priorité pour le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ils sont 44 au total qui ont reçu leur diplôme de fin de formation au métier d'assurance à l'Institut international des assurances. La cérémonie solennelle de remise des parchemins s'est tenue ce 12 novembre au siège de l'institution. Une cérémonie présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, en présence du président du conseil d'administration de l'IIA, du directeur général, du président de l'association des anciens diplômés de l'Institut international des assurances et de nombreuses autres personnalités. Au cours de cette cérémonie, le patron des finances a invité les lauréats à être des hommes et femmes de valeur qui, par leurs compétences, sauront participer à l'émergence du Cameroun. En général, l'assurance gère les risques.
les risques qui peuvent arriver. Ça peut être des risques maladie, ça peut être des risques d'accident. Mais avec les crises que nous connaissons de plus en plus, le monde est plein de risques. Et il serait bon, moi je le dis comme ça, je ne suis pas un technicien de l'affaire, mais il serait bon à mon avis qu'à chaque fois qu'ils ne se contentent pas qu'on vienne leur dire je veux assurer ceci, je veux assurer cela, mais eux aussi peuvent faire des propositions. Vous savez, avec d'abord le coronavirus et puis maintenant la guerre russo-ukrainienne, on a pas mal d'opérateurs économiques qui ont perdu des activités. Mais il y a des risques, c'est un risque et il y a des assurances pour cela. Donc ça veut dire que là aussi, ils peuvent faire des propositions, assurance, perte de je ne sais pas comment on appelle, etc. Et je crois que c'est cette innovation qui est la chose la plus importante au moment où ils vont entrer dans la vie active. Parce que c'est une vie active qui est maintenant, je l'ai dit, pleine d'embûches, pleine de risques. Et il faut voir comment ils peuvent aider, que ce soit les nations, que ce soit les citoyens, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les personnes physiques ou morales, comment ils peuvent aider tout ce monde-là à gérer les risques. Voilà le conseil que je peux leur donner. Mais avec la formation qu'ils ont reçue, je suis sûr qu'ils pourront le faire. Pour les lauréats en master professionnel de l'Institut international des assurances, la joie est immense de pouvoir enfin recevoir leur diplôme qui leur ouvre la voie au travail. Je suis très heureux d'être major de la promotion. C'est la première promotion de master en assurance, donc après 2 ans d'études et de travail de façon élaborée aussi, nous avons pu ensemble atteindre ces objectifs. Bon, je suis très heureux d'être major de la promotion et j'espère que les autres aussi nous ferons ensemble une bonne carrière professionnelle. Nous sommes évidemment destinés au marché des assurances, donc nous entendons au sein des compagnies dans lesquelles nous serons recrutés, mettre en œuvre ce que nous avons appris et essayer tant bien que mal à notre échelle de contribuer à l'essor de l'assurance sur le continent. L'Institut international des assurances de Yaoundé est un établissement de formation professionnelle à caractère international créé en 1972 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. L'Institut international des assurances dispense des formations dans le but de perfectionner ses apprenants de tous les niveaux et de toutes les spécialités pour les entreprises d'assurance et les autorités de contrôle. L'observation de cette année au niveau de l'Institut international des assurances, d'ouvrir, comme on l'a dit le ministre même tout à l'heure, puisque nous sommes dans la voie de l'innovation, que nous puissions ouvrir d'autres types de formations qui répondent à d'autres attentes. C'est ce que nous allons faire. Donc ce qui existe déjà est là, l'existant est là, mais il y a d'autres types de formations que nous allons ouvrir bientôt. Je ne voudrais pas les dévoiler ici parce que les instances supérieures ne les ont pas encore validées, mais d'ici là, vous constaterez que l'IA va ouvrir d'autres types de formations, toujours dans le domaine des assurances, des finances, qui vont couvrir l'attente de ceux qui attendent pour avoir des formations. Il est donc question pour l'IA de promouvoir la recherche en matière d'assurance afin d'apporter une assistance technique plus performante à ces organisations. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.